Joaquim Guzmán Loera, alias El Chapo, est sans doute le criminel mexicain le plus célèbre, véritable symbole du trafic de drogue au Mexique. Petit et discret, issu des classes les plus défavorisées, il a mené une vie vertigineuse, passant du statut de paysan sans droit et sans formation à celui d'homme le plus recherché du monde. Au cours de cette ascension, il a gagné des milliards de dollars, s'est évadé 2 fois de prison à la manière de James Bond et a contribué à faire du Mexique un pays dominé par les cartels de la drogue qui disposent de leurs propres armées privées. Et si vous souhaitez savoir comment un paysan de Sinaloa a réussi à laisser une telle empreinte dans l'histoire, alors voici Joaquim Guzmán Loera de l'autre côté de la loi. Joaquim Archibaldo Guzmán Loera est né le 4 avril 1957 dans le village de La Tuna, dans la région de Badiraguato, dans la famille d'Emilio Guzmán Bustillos et María Consuelo Loera Pérez. Il avait 4 frères, Miguel Ángel, Aureliano, Emilio et Arturo, et 2 sœurs, Armida et Bernarda. Comme la plupart des habitants de La Tuna, la famille Guzmán vivait modestement. Toute leur richesse se résumait à quelques têtes de bétail héritées des grands-parents d'El Chapo. Cela leur permettait de vivre un petit peu mieux que certains de leurs voisins. Le petit Joaquín était un enfant petit et trapu. On dit que le surnom d'El Chapo, qui signifie le petit, a été inventé par un membre de sa famille du côté de son père, Pedro Avilés Pérez. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de la jeunesse de personnages du calibre d'El Chapo, il est difficile de distinguer les légendes des faits. Selon certaines versions, le père d'El Chapo était un homme profondément vicieux et cruel, un ivrogne méprisable qui passait son enfance à battre le futur chef et dépensait le peu qu'il gagnait en alcool et en prostituées. Cependant, la plupart des membres de la famille ont nié, dans de nombreuses interviews, tout abus de la part d'Emilio Guzmán, tout en reconnaissant que le père d'El Chapo n'avait jamais été un grand travailleur. Mais c'est María Consuelo, la mère d'El Chapo, qui a dû tout supporter. Chaque jour, elle travaillait jusqu'à l'épuisement, s'occupant du petit troupeau et élevant le petit Joaquim et ses frères et sœurs. C'est probablement de sa mère qu'El Chapo a hérité son goût du travail et son sens de l'ordre. Même enfant, il avait déjà des ambitions, se souvient María Consuelo dans une interview accordée en 2014. Je me souviens qu'il avait beaucoup de faux billets de banque qu'il avait fabriqués lui-même, il les comptait, puis les empilait en petites piles et disait « Maman, garde-les pour toi ». Dès son plus jeune âge, il espérait devenir riche. El Chapo est toujours resté un fils aimé, même lorsqu'il est devenu l'un des trafiquants de drogue les plus connus du Mexique. Dans son interview la plus populaire, il décrit sa relation avec María Consuelo comme idéale, pleine de respect, d'affection et d'amour. Pendant de nombreuses années, même lorsqu'il était l'homme le plus recherché du Mexique, El Chapo se rendait régulièrement à La Tuna pour voir sa mère. Et à mesure que sa fortune et son statut grandissaient, il veillait à ce qu'elle vive dans le confort. Il lui a construit une maison spacieuse dans le centre de La Tuna où elle a vécu jusqu'à sa mort et a installé sur la colline un immense réservoir d'eau qui alimente encore aujourd'hui tout le village. À l'époque où El Chapo était enfant, l'école la plus proche de La Tuna se trouvait à environ 60 km. Chapo a appris à lire, à écrire et à compter, mais il a rapidement compris qu'il ne gagnerait pas beaucoup en perdant chaque jour des heures à parcourir 120 km aller-retour pour l'école. De plus, l'école du village ne permettait de poursuivre ses études que jusqu'au collège, et pour continuer, il fallait aller dans la grande ville la plus proche, ce qui nécessitait de l'argent que la famille n'avait pas. C'est pourquoi, à l'âge de 11 ans environ, la scolarité de Chapo a pris fin et sa carrière professionnelle a commencé. Une autre légende sur le début d'El Chapo raconte que sa première activité commerciale consistait à vendre des oranges et du pain sur la route très fréquentée entre La Tuna et Huaxiopa. Selon sa sœur, il a tout d'abord utilisé cet argent pour s'acheter l'attribut indispensable de tout patron qui se respecte, une chaîne en or, encore contrefaite, qu'il portait chaque dimanche pour rendre visite à sa famille et discuter avec ses voisins. La chaîne plaquée hors bon marché laissait une marque verte sur son cou, mais cela n'avait pas d'importance. Tout au long de son enfance et de son adolescence, Chapo a travaillé. Il aidait sa mère à tenir la maison et vendait des marchandises sur la route. À l'âge de 11-12 ans, il a commencé à aider son père à la ferme. Et cette ferme était très particulière. Son père, bien que considéré officiellement comme éleveur, était l'un des milliers de gomoiros, ces paysans qui cultivaient l'opium. J'ai expliqué en détail dans une autre vidéo comment le Mexique est devenu l'un des plus grands fournisseurs de drogue au milieu du XXe siècle. Je rappellerai brièvement ici que le triangle d'or mexicain, composé des états de Sinaloa, Chihuahua et Durango, cultivait du cannabis depuis plusieurs siècles. Il était avantageux pour les paysans d'ajouter un carré de marijuana, puis de pavo, à leurs champs de tomates ou de haricots, car ceux-ci se vendaient beaucoup plus cher que les tomates et les haricots.
Au XXe siècle, une sous-culture particulière s'est même développée autour de ces agriculteurs, et les producteurs et les cueilleurs étaient appelés gomeros. La Première Guerre mondiale accéléra encore le commerce de l'opium, et c'est à cette époque que commença le processus de fusion entre l'État et le narcotrafic. À la naissance d'El Chapo, en 1957, le trafic de drogue était en fait une industrie contrôlée par l'État, et il existait même un ordre social particulier qui était lié au trafic de drogue. En bas se trouvaient les paysans gomeros, en haut les politiciens avides d'argent, et entre les deux circulaient les trafiquants dont le succès dépendait avant tout de la bienveillance des élites. Tout cela apportait une certaine stabilité et les paysans pouvaient au moins habiller leurs enfants pour l'école grâce à l'argent tiré dans la vente de la matière première. Et chacun d'eux, s'il avait des ambitions et des relations, avait la possibilité de se lancer dans une activité qui, jusqu'à présent, restait familiale. La structure même de l'État reposait sur la stabilité assurée par ses relations. Le Parti révolutionnaire institutionnel, ou le PRI, qui a dirigé le Mexique comme un État à parti unique de 1929 à 2000, a maintenu une apparence de démocratie tout en conservant le pouvoir dans pratiquement tous les secteurs du gouvernement. On l'appelait même la dictature idéale. Mais dans certaines régions du pays, comme les habitants des hautes montagnes de Sinaloa, régnait une véritable loi du plus fort, imposée par les nombreux narcos, et l'État devait rappeler sa présence par la force brute. Quand El Chapo était adolescent, il a vu de ses propres yeux la violence que le gouvernement exerçait dans les quartiers pauvres où l'on cultivait des plantes interdites. Le 8 février 1975, 3 hélicoptères de l'armée ont atterri près de la Tuna. En descendant des hélicoptères, les soldats et les agents de police ont semé le chaos dans le village. Ne trouvant pas d'hommes à arrêter, les soldats ont battu les femmes et tiré sur des adolescents. Lorsqu'un groupe de victimes a trouvé le courage de se rendre à Culiacán pour protester contre ces violences, les autorités ont publié dans la presse une autre version des faits. Selon le gouvernement, ce sont les soldats qui ont été pris pour cible par les habitants du village. Dans une interview que la sœur cadette d'El Chapo a donnée en 2018, Bernarda a décrit ces années comme très effrayantes et s'est souvenue être restée assise dans le noir pendant que les soldats faisaient du bruit dehors. D'après elle, El Chapo avait déjà eu des accrochages avec les militaires à cette époque. Ainsi, selon de nombreux biographes, tout espoir de voir El Chapo diriger ses ambitions vers un commerce légal fut brisé par les soldats. Les abus des autorités lui ont montré que les gens comme lui étaient livrés à eux-mêmes et devaient se frayer un chemin dans ce monde cruel par tous les moyens à leur disposition. Le monde dans lequel El Chapo est né et a grandi impliquait le contrôle par les autorités locales de la culture de l'opium et de la marijuana, mais au moment où il a commencé sa carrière dans le trafic de drogue, l'ancien ordre avait déjà commencé à s'effondrer, car les autorités fédérales voulaient limiter l'autonomie des habitants de la Sierra Madre en matière de drogue, et ils commençaient à réfléchir à la manière dont elles pourraient arracher le contrôle de ce commerce lucratif aux petits rois locaux. Les raids menés contre la Tuna et d'autres villages de la Sierra au milieu des années 1970 ont été un avertissement clair de ce qui allait se passer. À l'époque de la jeunesse d'El Chapo, les cultures de plantes interdites étaient une affaire familiale, transmise de père en fils. À chaque étape, des producteurs aux passeurs, l'activité fonctionnait selon des lignes dans le clan, et des noms tels que Carrillo, Quintero, Payan, Fernandez et plus tard Guzman revenaient sans cesse au fil des décennies, à mesure que les générations se succédaient. Ainsi, le destin d'El Chapo était en réalité tracé avant même ses affrontements avec les autorités fédérales. Il est entré dans le business avec son père, un homme paresseux mais gentil, en travaillant comme cueilleur dans les plantations de pavot et de marijuana dans les montagnes autour de la Tuna. Tout le monde travaillait. Chaque matin à l'aube, les fils âgés de plus de 11 ans montaient sur le versant de la colline jusqu'au champ de pavot et commençaient à récolter. 1 kilo de résine rapportait environ 8000 pesos à la famille, soit 700 $ selon les normes actuelles. Pendant ce temps, la mère et les filles préparaient le déjeuner, que les plus jeunes filles chargeaient ensuite sur leur dos et apportaient à leurs frères au début de la journée. Outre la culture, Emilio Guzman négociait également la vente de la récolte avec le responsable de cette étape du système, et l'opium récolté était envoyé à Calyocan ou dans une autre ville voisine, comme Gamuchil. Aujourd'hui, cette industrie fonctionne à peu près de la même manière. Le père de Chapo a eu en quelque sorte la chance d'être lié à des personnes respectées dans la capitale de Sinaloa, Culiacán, par l'intermédiaire de son parent Pedro Avilés Pérez, l'un des premiers contrebandiers connus de la Sierra Madre. Au moment où il a commencé à travailler dans les champs, à l'âge de 12 ans environ, El Chapo, comme je l'ai déjà dit, a définitivement quitté l'école. Pendant des années, des rumeurs ont couru selon lesquelles il était analphabète, mais c'est une exagération.
Néanmoins, dans les lettres écrites par El Chapo, on peut effectivement constater une écriture irrégulière et de nombreuses fautes d'orthographe. Ce défaut ne l'a toutefois pas empêché de progresser dans le trafic de drogue, qui exige des connaissances et des compétences d'un autre ordre que celles enseignées à l'école. À l'âge de 20 ans, El Chapo a quitté la Tuna pour s'installer à Badiraguato, où il s'est lié d'amitié avec les frères Beltrán Leiva, Arturo, Héctor, Alfredo, Carlos et Mario. Ils ont grandi près de la Tuna et sont devenus ses plus proches collaborateurs pendant plusieurs décennies. Avec le temps, El Chapo dépassa le cadre de Badiraguato et, quelques années plus tard, il s'installa à Culiacán où il se plongea corps et âme dans le travail. Les mythes et légendes sur les débuts de la carrière d'El Chapo dans le trafic de drogue sont nombreux. Par exemple, on ne sait toujours pas avec certitude si El Chapo était de la famille de Pedro Avilés Pérez, et même si c'était le cas, on ne sait pas s'il travaillait pour lui ou non. Mais un grand nombre de chercheurs le soulignent. Dans les années 1970, Avilés était un joueur central à Sinaloa. Il avait de nombreuses relations précieuses parmi l'élite politique et menait une carrière fulgurante. Il a été un pionnier du trafic aérien de drogue. C'est Avilés qui a eu l'idée de transporter la marchandise par avion. Il existe également une version selon laquelle El Chapo aurait travaillé comme chauffeur pour un ancien policier nommé Miguel Ángel Félix Gallardo et aurait effectué pour lui des missions délicates qu'il valait mieux ne pas divulguer. Cependant, peu importe avec qui El Chapo était au début, car parmi toutes les options concernant son patron, il est clair qu'il a très tôt appris une leçon très importante. Dans le monde secret, il faut toujours s'associer au plus fort, et il faut constamment prouver son autorité et étendre son influence par tous les moyens disponibles. En 1977, à l'âge d'environ 20 ans, El Chapo s'est marié pour la première fois avec Alejandrina María Salazar Hernández. El Chapo et Salazar ont eu 3 enfants, César, Iván Archibaldo et Jesús Alfredo. Leur mariage n'a pas duré longtemps. Il a été suivi d'un deuxième, également rapidement terminé, puis d'un troisième avec Griselda López Pérez, avec qui il a eu 4 enfants. Edgar, Joaquín, Ovidio et Griselda Guadalupe. On ne sait pas exactement s'il a officiellement divorcé de ses épouses, mais cela ne l'a jamais empêché de se remarier à plusieurs reprises, et aucune de ces femmes n'a jamais pu entraver sa carrière. À la fin des années 70, El Chapo, ambitieux et pragmatique, transportait avec Héctor Palma Salazar des quantités de marijuana assez importantes pour l'époque à travers la frontière nord, mais il en voulait encore plus. Après tout, il y avait beaucoup de transporteurs comme lui et il désirait ardemment devenir un acteur majeur. Dès son plus jeune âge, El Chapo avait compris l'importance des liens familiaux et amicaux et préférait travailler avec des personnes qui avaient commencé avec lui à Badiraguato, mieux encore s'ils étaient liés par des liens du sang ou par le mariage. À un moment charnière, à la fin des années 70, El Chapo a rapidement gravi les échelons, rejoignant une nouvelle cohorte de trafiquants de Sinaloa dans le futur cartel de Guadalajara. Ses partenaires les plus proches étaient les frères Beltrán Leiva, Héctor, Arturo et Alfredo, Ismael El Mayo Zambada, un homme de 10 ans plus âgé qu'El Chapo, né au sud de Culiacán, ainsi qu'Héctor Luis Palma Salazar, surnommé El Guerro en raison de sa peau claire, ancien voleur de voitures et sicarios au regard d'acier, originaire de Mocorito dans l'état de Sinaloa. Ces hommes ont continué à travailler ensemble pendant des décennies, puis ont formé la direction du groupe désormais largement connu sous le nom de Cartel de Sinaloa. À la fin des années 70, El Chapo a commencé à travailler à plein temps sous la direction du futur boss des boss, Miguel Ángel Félix Gallardo. Son intuition ne l'a pas trompé, c'est Gallardo qui allait bientôt rendre tout le monde riche. Au sein du cartel naissant de Guadalajara, qui était encore basé dans sa région d'origine, à Sinaloa, Chapo était responsable de la logistique dans la zone qui lui était confiée près de la frontière nord-américaine, tandis que son vieil ami Palma Salazar veillait à ce que les livraisons soient effectuées en toute sécurité par voie terrestre vers les clients aux États-Unis. Selon la philosophie de Gallardo, que El Chapo partageait pleinement, aucun des membres de l'organisation ne devait attirer l'attention sur lui, et pendant un certain temps, ils y sont tous parvenus. Mais l'opération américaine, baptisée Condor, a littéralement détruit le monde dans lequel El Chapo avait grandi. À l'époque où il s'était lancé dans le trafic de drogue, le Mexique subissait une pression croissante de la part des États-Unis, qui exigeait qu'il lutte contre la production et le trafic d'opium et de marijuana. Cette opération a éliminé de nombreux trafiquants de drogue de l'ancienne génération, en particulier ceux qui commençaient à attirer l'attention des États-Unis, notamment Pedro Avilés, dont le nom est apparu dans des dizaines d'enquêtes de la DEA et qui était devenu une source potentielle d'embarras pour les politiciens de Mexico. En 1978, Avilés a été tué dans une fusillade et Gallardo a pris la place vacante de chef. Mais la situation à Sinaloa était trop tendue et ils sont partis à la conquête de Guadalajara. J'ai parlé en détail de Félix Gallardo dans la vidéo sur le cartel de Guadalajara.
Dans l'histoire d'El Chapo, je dirais simplement que, parmi tous les jeunes narcotrafiquants, Miguel Ángel est devenu le boss des boss précisément parce qu'il avait de nombreuses relations utiles dans les hautes sphères. Après avoir fait des études et travaillé dans la police, il a fini par intégrer l'escorte du gouverneur du Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Sánchez Celis était étroitement lié aux narcotrafiquants, jouant le rôle d'intermédiaire entre ses supérieurs du PRI et certains narcotrafiquants autorisés à opérer dans le Sinaloa. Félix Gallardo a sans aucun doute beaucoup appris de Sánchez Celis et a tiré le meilleur parti des relations que lui offrait son amitié avec l'ancien gouverneur. Félix Gallardo a quitté la police au début des années 1970 pour devenir trafiquant de drogue à plein temps et a travaillé avec Pedro Aviles, prenant rapidement le pouvoir après sa mort en 1978. Maintenant que tout était sous contrôle de la police fédérale et non plus des autorités locales, Félix Gallardo est naturellement devenu l'intermédiaire de confiance entre les trafiquants de drogue et le gouvernement. Dans le monde souterrain, le principal atout de Gallardo était son ami, l'influent hondurien Juan Ramón Matta Ballesteros, grâce auquel il entra en contact avec les chefs des cartels de cocaïne en Colombie. Miguel Ángel Félix Gallardo s'est trouvé au bon endroit et au bon moment, disposant de relations nécessaires et étant très ambitieux. Il n'est donc pas surprenant que le jeune El Chapo se soit rapproché de lui. C'est pourquoi la carrière de Chapo dans le trafic de drogue, généralement décrite comme l'ascension d'un gangster simple vers la direction, n'est pas si simple. Au tout début, tous les membres du cartel de Guadalajara étaient à peu près égaux, et finalement, ce ne sont pas les relations au Mexique, mais celles à l'étranger qui ont fait toute la différence. Originaire du village de la Tuna et n'ayant suivi que 3 années d'études, El Chapo ne pouvait pas encore disposer d'un tel réseau. Outre les subtilités de la diplomatie acquises au cours des années d'existence de Guadalajara, Chapo a tiré de Félix Gallardo plusieurs autres décisions commerciales judicieuses. Premièrement, ne pas se mettre en avant, rester modeste tout en développant des relations mutuellement avantageuses avec l'élite politique. Deuxièmement, toujours avoir une longueur d'avance, écoute téléphonique, canaux de communication privés, sécurité, cachette. Obsédé par les gadgets, Gallardo dépensait déjà au début des années 80 des dizaines de milliers de dollars pour acheter les derniers équipements radio et acquérir des biens immobiliers autour de Culiacán et Guadalajara, se faisant passer pour un magnat de l'hôtellerie. Avec Gallardo, un groupe de jeunes Sinaloans prometteurs s'est installé à Guadalajara, capitale de l'État central de Jalisco et principal centre financier et bancaire du Mexique en dehors de Mexico. Ses deux principaux acolytes à l'époque étaient Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo, vétéran du trafic de drogue, et Rafael Rafa Caro Quintero, prince de la drogue et descendant d'une longue lignée de trafiquants. Félix Gallardo, Don Neto et Caro Quintero se sont reconnus comme les chefs du réseau de Guadalajara, mais d'innombrables autres trafiquants de Sinaloa contribuaient également à l'activité. Parmi ce flux de Sinaloans à Guadalajara et dans d'autres régions en dehors du Triangle d'Or se trouvait le jeune El Chapo. Pendant que Félix Gallardo bâtissait son empire sur la cocaïne colombienne et nouait des liens avec l'élite politique et sociale de Guadalajara, El Chapo, alors âgé d'environ 27 ans, se rendit à Zacatecas, un état situé au centre du pays. Au centre de Zacatecas, au nord de la capitale de l'état, se trouve Fresnillo. Au début des années 1980, cette ville est devenue le centre du commerce de la marijuana, car les trafiquants et les producteurs de drogue ont afflué ici depuis Sinaloa à la suite de l'opération Condor. El Chapo est arrivé à Zacatecas en 1984, accompagné de son ami et associé de longue date Arturo Beltrán Leiva, ainsi que son cousin de la Tuna. À cette époque, un grand nombre de brigades faiblement liées entre elles formaient un vaste réseau de grandes plantations de marijuana au nord-est de Fresnillo. Bien que certaines fermes appartenaient à des trafiquants de drogue locaux de Zacatecas, les opérations les plus importantes étaient directement financées par Caro Quintero et Don Neto, et gérées par des cadres intermédiaires travaillant pour leur compte. Parmi ces cadres intermédiaires à Zacatecas figurait un natif de Sinaloa nommé Juan José Esperagosa Moreno, que tout le monde appelait El Azul, ou le bleu, parce qu'il avait la peau si sombre, même pour le Mexique, qu'elle semblait tirer sur le bleu. Il était originaire du village de Huixiopa, situé dans la vallée menant à la ville natale d'El Chapo. C'est précisément sur la route entre Huixiopa et la Tuna que le jeune Chapo a fait ses premiers pas dans le monde des affaires. El Azul avait près de 10 ans de plus qu'El Chapo et jouissait déjà d'une position solide et d'une grande autorité au sein du cartel. Parallèlement, il faisait carrière à la Direction fédérale de la sécurité, DFS, qui avait toujours constitué la principale source de protection politique pour les narcotrafiquants de Guadalajara.
Cette police secrète clandestine agissait comme l'organe exécutif du régime et existait pour assurer la stabilité politique du gouvernement de l'IRP. Tout comme Félix Gallardo et ses amis tiraient profit de leur lien avec la DFS, celle-ci avait également ses amis dans les hauts niveaux, y compris la CIA. Malgré son implication évidente dans des activités criminelles, la DFS, ses actifs liés à la drogue et ses capacités, étaient utiles aux intérêts américains dans leur lutte contre les communistes omniprésents. Presque tous les membres de Guadalajara ont été d'une manière ou d'une autre repérés par leurs amis de la CIA, et Caro Quintero avait même un camp d'entraînement américain sur son territoire. Ainsi, dans les années 80, à quelques kilomètres au nord de Fresnillo, El Azul développait la plantation de marijuana de 2000 hectares, et c'est sous son aile qu'El Chapo et Arturo Beltrán Leiva ont commencé à travailler, marquant le début d'une longue et fructueuse collaboration entre les trois hommes. La culture et la transformation de la marijuana et du pavot ont toujours été des processus laborieux. L'herbe a besoin d'espace pour pousser et les pavots doivent être incisés et saignés avec soin. À Zacatecas, de véritables armées de travailleurs venus du Culiacán travaillaient dur et les affaires marchaient bien, mais une nouvelle ère s'annonçait, celle de la cocaïne colombienne qui présentait de nombreux avantages en termes de production et de logistique. La gestion des cargaisons nécessitait beaucoup moins de travailleurs, mais tout le monde à Sinaloa ne pouvait plus se lancer dans ce commerce comme c'était le cas auparavant, à l'époque où El Chapo était jeune. Pour cela, il fallait avoir des contacts internationaux, comme ceux que Félix Gallardo entretenait grâce à son ami hondurien Mata Ballesteros. Les Mexicains sont devenus les transporteurs de cocaïne pour les Colombiens. Et là où il y a de la cocaïne, il y a beaucoup d'argent. Le système de coopération entre Mexicains et Colombiens est devenu connu sous le nom de trampoline mexicain, car les briques de cocaïne arrivées de Colombie atterrissaient au Mexique et continuaient leur route vers les États-Unis. Pour les narcotrafiquants mexicains, la cocaïne était un véritable aubaine. Plus besoin de se soucier des saisons de végétation, de l'irrigation des terres, il ne restait plus qu'à assurer la livraison. La marge sur la cocaïne était stupéfiante. Les trafiquants mexicains pouvaient gagner des dizaines de fois plus qu'avec leur propre opium et leur herbe qui n'étaient plus à la mode. Et, bien sûr, El Chapo ne pouvait que vouloir se lancer dans une industrie aussi lucrative. Dans les années 80, Guadalajara a connu un essor fulgurant, suivi d'une chute spectaculaire. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans mon épisode très détaillé. L'empire de Gallardo a cessé d'exister en tant que cartel de Guadalajara après l'assassinat de l'agent américain de la DEA, Kiki Camarena, et Miguel Ángel a pris une décision véritablement décisive, diviser son organisation en plazas en confiant la gestion aux meilleurs parmi les meilleurs. En substance, Gallardo a privatisé le trafic de drogue mexicain et ouvert son propre marché de distribution. Mais il a également renvoyé son bébé dans la clandestinité afin qu'il soit dirigé par des chefs moins connus et qui n'avaient pas encore attiré l'attention des Américains. Aucun d'entre eux n'était impliqué dans le meurtre de Camarena. Aucun n'avait de longue histoire criminelle bien connue et tous pouvaient développer de nouveaux liens avec le système politique mexicain et la police. Et s'ils restaient sur place, fidèles à leur territoire, ils pouvaient contrôler le trafic encore plus fermement. Selon une version des faits, Félix El Padrino aurait réuni les principaux trafiquants de drogue du pays dans une maison de la station balnéaire d'Acapulco, dans le sud du pays. Et il leur aurait alors exposé ses plans pour l'avenir. Le partage était assez simple. La route de Tijuana devait revenir au frère Arellano Félix, tandis que Ciudad Juárez, avec ses routes de transport de marchandises essentielles vers le Texas, restait aux mains de la famille Carrillo Fuentes. Miguel, le frère de Rafael Caro Quintero, obtenait Sonora, c'est-à-dire la route clé traversant l'Arizona. Sur la route du nord-est du Mexique, à Matamoros, Juan García Abrego conservait le contrôle de toutes les opérations. El Chapo était également présent à cette réunion. Lui et El Mayo se voyaient attribuer le nord de Sinaloa. C'est El Chapo qui obtenait le corridor de Tecate. Les amis devaient transporter la drogue vers l'Arizona et certaines parties de la Californie. Pour El Chapo, cette confiance était une véritable reconnaissance. Il était enfin devenu un grand patron. Même si son territoire n'était pas aussi lucratif que celui d'Arellano, c'était tout de même un grand pas en avant. Félix Gallardo prévoyait alors encore de contrôler les opérations importantes. C'est lui qui avait les relations et c'est pourquoi il était toujours le chef. Mais désormais, l'activité était plus diversifiée. Et le 8 avril 1989, El Padrino se rendit chez son ami à Guadalajara pour déjeuner avec une de ses connaissances, un officier de police haut gradé du nom de Guillermo Memo Calderoni, où il fut arrêté. Gallardo est toujours en prison et continue d'accuser Calderoni de trahison. Peu après son arrestation, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait été trahi par les siens.
Au début des années 1990, El Chapo a très certainement ordonné l'élimination de plusieurs fidèles assistants et avocats d'El Padrino, ce qui a donné lieu à une opinion largement répandue selon laquelle El Chapo aurait trahi son mentor. Mais El Padrino n'a jamais commenté ces suppositions, affirmant que c'était le policier corrompu Calderoni qui l'avait trahi. Le territoire mexicain était donc devenu un véritable baril de poudre, et la question était de savoir qui allumerait la première étincelle. 2 ans après l'arrestation d'El Padrino, en 1991, de graves conflits ont éclaté. Comme toujours, l'histoire est complexe et contournée. Le journaliste Jesus Blanco Ornelas a raconté comment le déclin a commencé. Rigoberto Campos, ancien agent de la DFS, ne s'entendait pas avec Don Chuy Labra, le patron de Tijuana, et a commencé à s'immiscer dans les affaires de Sinaloa, Tijuana, Mexicali, San Luis Rio Colorado et Tecate, créant des problèmes aux propriétaires de ces plages. El Chapo, Elguero Palma et les frères Arellano Félix ont décidé d'éliminer cet intrus en organisant l'enlèvement de Campos. Il fut ensuite jeté dans un hachoir industriel. Par miracle, il a survécu, bien qu'il ait perdu ses mains, et a continué à se déplacer librement dans tous les territoires comme si de rien n'était pour mettre en place ses affaires. Le 1er mars 1991, Arellano et Chapo ont invité Campos à une discussion quelque part à Tijuana, puis, peu après son départ, ils lui tendirent une embuscade. Le camion de Rigoberto Campos a reçu plus de 600 balles. Le message était on ne peut plus clair. Personne ne pouvait entrer à Tijuana sans l'autorisation d'Arellano Félix, El Chapo et Elguero Palma. Ils restaient officiellement amis et alliés, mais leur amitié n'a pas résisté longtemps face aux tentations de l'expansion territoriale. À la fin des années 80, un fidèle assistant de Chapo, Camarena Macias, avait acheté des biens immobiliers des 2 côtés de la frontière et avait commencé à creuser un tunnel qui reliait son ranch sur le territoire mexicain à un entrepôt situé du côté de l'Arizona. Le tunnel était une véritable prouesse d'ingénierie. L'entrée du côté mexicain se trouvait dans une salle de billard, la table de jeu sur une plateforme hydraulique servait d'entrée et elle s'ouvrait en appuyant sur un interrupteur caché. Dans le tunnel se trouvait un chariot attaché à une corde sur lequel les ouvriers passaient la marchandise sur environ 60 mètres vers le nord jusqu'à ce que l'autre extrémité du tunnel, qui débouchait sur un entrepôt du côté américain, ou une autre plateforme hydraulique camouflée sous une grille de drainage dissimulait la sortie. El Chapo disposait d'un véritable pipeline qui déversait littéralement de la cocaïne aux États-Unis. Le tunnel est rapidement devenu la principale voie d'acheminement de la cocaïne d'El Chapo vers les États-Unis, avec plus de 3 tonnes transitant chaque mois. Mais à Sonora, la présence de Guzmán Loera n'était pas seulement remarquée car Camarena Macias. À partir de 1987 environ, les hommes d'El Chapo ont commencé à s'installer à Agua Prieta et dans les environs, en faisant l'une de leurs principales bases le long de la frontière avec les États-Unis. Située dans leur zone de contrôle, elle était éloignée des postes frontières contrôlés par d'autres groupes, mais offrait néanmoins une ligne d'approvisionnement directe vers les États-Unis à seulement quelques heures de route de Phoenix et Tucson. L'équipe qui menait l'opération à Agua Prieta comprenait le frère d'El Chapo, Arturo Guzmán, surnommé El Pollo, et les frères Beltrán Leiva. Selon certaines estimations, entre 1988 et 1991, El Chapo et son équipe auraient fait passer 35 tonnes de cocaïne à la frontière de l'Arizona. Pour acheminer la drogue jusqu'à la frontière, le gang a ouvert une piste d'atterrissage à Compass, Sonora, à environ 160 km au sud de la frontière, où Arturo Guzmán et les frères Beltrán Leiva étaient chargés de réceptionner les cargaisons de drogue par avion, de les décharger et de les acheminer vers le nord jusqu'au point de passage frontalier d'Agua Prieta. Après avoir vendu les cargaisons en Arizona, ils ramenaient l'argent liquide au Mexique par voie de contrebande. Pour répondre à la demande soudaine d'argent propre, de nombreux bureaux de change ont vu le jour dans la ville. Le responsable de cette opération à grande échelle était un pilote nommé Miguel Ángel Martínez, un ancien contrebandier qui avait commencé à travailler pour El Chapo en 1986. Martínez a transporté plusieurs cargaisons de cocaïne de Colombie au Mexique pour El Chapo, mais quelques mois plus tard, sa carrière de pilote contrebandier s'est terminée sur une piste d'atterrissage en gravier dans l'état de Durango, où Martínez a atterri brutalement sur le nez de l'avion. El Chapo a pris l'accident avec calme, mais il ne voulait plus confier sa vie ou sa précieuse cargaison au talent de pilote de Martínez. Monsieur Guzmán m'a dit que j'étais un très mauvais pilote et qu'il ne voulait plus que je travaille pour lui en tant que pilote, se souvient Martínez. Pensant avoir été licencié, Martínez a remercié son patron pour cette opportunité, mais El Chapo lui a dit qu'il y avait eu un malentendu. Il ne le licenciait pas, mais lui offrait plutôt une promotion.
Martinez a donc échoué dans sa promotion de pilote, mais il est devenu un contrôleur aérien, coordonnant une interminable file d'avions en provenance de Colombie chargés de briques de cocaïne. Il communiquait avec son patron par radio haute fréquence en utilisant des codes 20 signifiant carburant, filles signifiant avion, documents signifiant argent, et ils appelaient leur précieuse cargaison, la cocaïne, chemise. Entre 1987 et 1991, les cargaisons arrivaient à bord d'une petite flotte d'avions, chacun transportant des centaines de kilos de cocaïne. À la fin des années 1980, les principaux contacts de l'organisation de Chapo en Colombie étaient les membres du cartel de Medellín, la famille Ochoa et Gonzalo Rodríguez Gacha. Le pilote Miguel Ángel Martínez se rendait souvent en Colombie pour rencontrer Rodríguez Gacha et d'autres fournisseurs, et El Chapo l'accompagnait parfois pour leur témoigner son respect et donner un caractère personnel à l'entreprise. Mais El Chapo et ses alliés ne voulaient pas s'arrêter là et souhaitaient se développer, surtout après les agissements d'Escobar et la mort de l'un des plus grands fournisseurs, Gonzalo Gacha. Au début des années 1990, El Chapo a noué de nouvelles relations commerciales qui l'ont rendu plus riche qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Son nouveau contact était un jeune trafiquant de drogue colombien nommé Juan Carlos Ramírez Abadia. Ramirez, surnommé Chupeta ou Sucette, n'avait alors que 27 ans, mais il était déjà un jeune leader de la faction du cartel de Cali qui allait bientôt devenir célèbre sous le nom de Cartel Norte del Valle. Les deux hommes d'affaires prometteurs se sont rencontrés pour la première fois dans un hôtel de Mexico. En 1990, la commission dominante que la plupart des contrebandiers mexicains prélevaient pour le transport de cocaïne colombienne était de 37% sur chaque cargaison, mais El Chapo est arrivé sur le marché avec une offre ferme. Il n'acceptait pas moins de 40%. En échange de ces 3% supplémentaires, El Chapo a promis non seulement de transporter la cocaïne plus rapidement que les autres passeurs, mais aussi de garantir sa sécurité tant qu'elle serait sous son contrôle et de rembourser à Chupeta tout ce qui serait perdu au Mexique. Chupeta a pris le risque et n'a pas perdu son pari. En moins d'une semaine, les hommes d'El Chapo ont transporté le premier lot de 4000 kilos depuis le lieu de débarquement au Mexique jusqu'à sa destination à Los Angeles, alors que les autres trafiquants avaient généralement besoin d'un mois ou plus. Depuis lors, les Colombiens ont donné au jeune capo de Sinaloa un nouveau nom, El Rapido, donc le rapide. Le secret de la rapidité d'El Chapo, de sa réputation d'El Rapido, c'était ce tunnel à Sonora. Il permettait de transporter d'énormes quantités de marchandises sous la frontière et en un seul voyage, plutôt que de les diviser en lots plus petits qui pouvaient être transportés cachés dans des véhicules. Une fois la cocaïne passée sous la frontière, les ouvriers de l'entrepôt situé du côté américain le cachaient dans des compartiments secrets de voitures et de camions, puis la transportaient vers le nord à Phoenix, plaque tournante d'où elle était ensuite acheminée vers des points de distribution dans tout le pays. Grâce aux relations d'El Chapo avec les forces de sécurité mexicaines corrompues, il s'est imposé comme plus fiable que ses concurrents. N'étant pas encore accablé par la célébrité, El Chapo commençait à savourer les fruits de son travail. Il a grandi dans la pauvreté et, au cours des premières années, son anonymat relatif a permis à ce garçon pauvre de la tuna de découvrir le monde. À l'aide de nombreux faux passeports, Martinez a voyagé avec El Chapo dans toute l'Amérique latine et s'est rendu en Asie du Sud-Est pour affaires et pour le plaisir. El Chapo s'est même rendu en Suisse pour se faire injecter des cellules souches. Il voulait rester jeune le plus longtemps possible. El Chapo possédait une maison à Acapulco d'une valeur de 10 millions de dollars. Sur son ranch à Guadalajara, il avait construit un zoo où il avait des lions, des tigres, des panthères et des cerfs. Les biens immobiliers de l'organisation Chapo étaient disséminés dans tout le Mexique. De nombreuses villes importantes disposaient d'un réseau de cachettes à l'intérieur de chaque maison, car on y trouvait souvent des dizaines de mitrailleuses, des grenades et des milliers de cartouches. El Chapo a également acheté des ranchs dans tout le Mexique, mais surtout à Sinaloa, Sonora, Chihuahua et Durango. Là-bas, les gomeros locaux cultivaient du pavo et de la marijuana. Chapo aimait déléguer ses pouvoirs afin de pouvoir profiter de sa richesse sans se soucier des détails de chaque transaction de drogue. Le recrutement des employés était effectué sur place par des personnes de confiance. Les recrues étaient présentées au chef local et le chef rendait ensuite des comptes à un autre supérieur et ainsi de suite tout au long de la hiérarchie. Chapo restait toujours dans l'ombre et peu de gens le rencontraient en personne. Les membres de ces cellules de Chapo restaient principalement sur place, surveillant les opérations dans leur zone. Leur tâche principale consistait à recevoir, protéger et distribuer de la drogue de Chapo aux responsables suivants de la chaîne. Ils commettaient également des meurtres sur ordre de leur patron. Bien qu'ils travaillent pour Chapo, ils pouvaient parfois se livrer à des activités illégales, organiser par exemple un trafic de voitures volées et un commerce de contrefaçon.
Tant que les employés n'attiraient pas l'attention, leurs activités étaient tolérées. Même à Sinaloa, El Chapo ne voyait aucun inconvénient à ce que ces hommes fassent de petits boulots parallèles. Apparemment, il tolérait que chacun mène ses affaires à condition qu'on lui verse sa part. Toutes les opérations, réception de marchandises et d'argent liquide, transactions, dettes impayées, étaient consignées dans les livres comptables. Les agents opérationnels des cellules recevaient de fausses cartes d'identité et parfois des voitures blindées. Ils communiquaient généralement par talkie-walkie. Plus tard, les téléphones portables sont entrés en usage. El Chapo soudoyait les cadres supérieurs des entreprises de télécommunications afin de garantir que les téléphones utilisés par ces hommes n'apparaissent pas dans les bases de données centrales. Chaque membre de l'organisation recevait un téléphone portable et un code lui permettant de s'identifier. L'équipe d'El Chapo transportait des dizaines de milliers de kilos de cocaïne par an, dont la valeur marchande s'élevait à des centaines de millions de dollars. Empochant les bénéfices de 4 kilos sur 10, et Martinez a estimé que 95% de cette quantité passait par le tunnel. Mais Agua Prieta était une petite ville, et les douaniers locaux ont rapidement eu vent d'activités suspectes autour de l'entrepôt de Camarena Macia. Le 9 mai 1990, des agents fédéraux ont arrêté un camion chargé de cocaïne dans la banlieue de Phoenix, et ils ont réussi à le relier à l'entrepôt. Le 17 mai, les douaniers ont procédé à une perquisition et ont découvert le tunnel. Martinez se souvient que son patron l'a appelé après le raid. El Chapo était furieux que sa principale route de contrebande ait été découverte, ainsi que des millions de dollars de cocaïne, et il pensait savoir qui était responsable, sans se douter qu'il était surveillé par les douanes. Il existe de nombreuses rumeurs sur la façon d'El Chapo tuait ses employés et les punissait sévèrement pour des fautes mineures, mais beaucoup d'entre elles sont difficiles à vérifier. Alors, bien sûr, à mesure que l'organisation prenait de l'ampleur, il commença à imposer la discipline par la violence, mais à cette époque-là, il pouvait se montrer étonnamment indulgent. Aussi furieux qu'il fut contre Camarena, El Chapo le laissa malgré tout repartir vivant. Les agents fédéraux qui ont découvert le tunnel ont été stupéfaits par sa complexité, et malgré sa courte durée de vie, le tunnel s'est avéré être une expérience précieuse pour El Chapo. Ce n'était pas son dernier tunnel, mais dans le trafic de drogue, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Et à ce moment-là, El Chapo avait un problème. Il avait trop de cocaïne entre les mains pour pouvoir la transporter en toute sécurité dans des camions qui passaient par les ports d'entrée légaux. Ce retard risquait de ternir la réputation d'El Chapo auprès des Colombiens. Mais pas seulement. Les ambitions grandissantes de Chapo et de son équipe ne pouvaient passer inaperçues auprès de ceux que Félix Gallardo avait consacrés. Les frères Arellano ont été les premiers à réagir. Ils ont ordonné l'assassinat d'El Mayo Zambada, qui importait de la cocaïne colombienne vers Tijuana, mais qui, pour une raison inconnue, ne payait pas les propriétaires du Plaza, leur devant, selon les calculs du frère Ramon, 20 millions de dollars. Les Arellano l'ont accusé et, bien qu'il ait reconnu sa dette, il a déclaré qu'il n'avait pas d'argent, mais il n'a pas cessé ses activités. Ramon a ordonné son assassinat en 1990, mais El Mayo s'est enfui et a rejoint l'organisation dirigée par El Chapo. Entre-temps, la dette avait augmenté, si bien que Tijuana et Sinaloa se sont affrontés sur le ring. C'est là que de nombreux chercheurs s'accordent à dire que c'est El Chapo qui est responsable du déclenchement de la guerre. Le conflit entre Sinaloa et Tijuana durera presque jusqu'à la fin de la première décennie de ce siècle. Pendant près de 2 décennies, la violence sera principalement présente en Basse-Californie, en particulier dans la ville de Tijuana, et s'étendra à Jalisco et Sinaloa. Au début de l'année 1992, El Chapo a envoyé des hommes envahir Tijuana pour reconquérir des points de vente. La réaction de Ramon Arellano, qui dirigeait la branche armée, a été sans appel. Il a engagé en réponse un groupe de tueurs de la bande de la 30e rue de San Diego. Ils ont capturé, exécuté et jeté 6 combattants de Sinaloa sur la route. Peu après, Ramon a envoyé son groupe poser une voiture piégée à Culiacán, près de l'appartement clandestin d'El Chapo où El Mayo était censé se trouver. Il n'y a eu ni mort ni blessé, mais l'avertissement était on ne peut plus clair. En octobre de la même année, Ramon lui-même, avec l'aide de 2 de ses hommes de confiance, a tenté d'assassiner El Chapo alors qu'il roulait sur une avenue de Guadalajara. L'expérience de Guzman et sa connaissance des ruelles de la ville lui ont permis de s'en sortir miraculeusement. Après l'attentat, Benjamin Arellano a personnellement appelé El Chapo pour lui jurer qu'il n'était pas au courant de l'attaque et que leur accord était toujours valable. Le 8 novembre 1992, El Chapo a riposté. Les 2 frères Arellano, Félix, Francisco Javier et Ramon, se sont rendus dans la station balnéaire de Puerto Vallarta, dans l'état de Jalisco, pour se détendre. Le soir, ils se sont rendus à la discothèque populaire Cristina, où 15 hommes armés de Chapo ont fait irruption. Apercevant les Arellano, ils ont commencé à tirer dans toutes les directions. Les gardes des frères ont riposté et une fusillade a éclaté.
Francisco et Ramon ont miraculeusement réussi à s'échapper, mais 6 personnes ont trouvé la mort ce soir-là, dont des clients innocents du club. Les attaques mutuelles se sont poursuivies jusqu'à la mi-mai 1993, lorsqu'une nouvelle équipe de sicarios dirigée par Francisco Javier Arellano Félix est arrivée à Guadalajara. El Chapo était très prudent et les frères Arellano Félix n'ont jamais réussi à l'atteindre. Après plusieurs jours de recherche, Francisco Javier et les tueurs ont décidé de rentrer chez eux le 24 mai. Javier était en train de s'enregistrer pour son vol retour vers Tijuana lorsqu'il a appris la nouvelle. Chapo se trouvait dans le parking de l'aéroport, s'apprêtant à prendre un vol de jour vers Puerto Vallarta. Les bandits se sont immédiatement précipités dehors, ont trouvé Chapo et ont ouvert le feu. Le groupe de Chapo a riposté, les hommes d'Arellano ont repéré une voiture qui, selon eux, appartenait à Chapo, une Mercury Grand Marquis blanche, et après avoir enfoncé la portière, ont commencé à mitrailler l'habitacle. Mais Chapo n'était pas dans cette voiture, il était assis dans une Buick Sedan vert foncé, garée à proximité. Dans la Mercury Grande se trouvait le cardinal Juan Jesus Posada Ocampo, l'archevêque de Guadalajara. Profitant du chaos et de la confusion, Chapo a réussi à s'enfuir du lieu du crime, a pris un taxi et s'est rendu dans un endroit sûr. Le cardinal est mort sur place, touché par 14 balles. Pendant ce temps, Francisco Javier Arellano Félix a pris place en première classe dans un avion à destination de Tijuana et l'avion a décollé. Le fait que Chapo ait échappé à ses assassins n'a pas changé la donne dans la guerre contre la drogue. Mais la mort accidentelle ou non du cardinal Posadas Ocampo l'a fait. L'État a mis à prix la tête de Joaquín Guzmán Loera pour 5 millions de dollars. El Chapo s'est enfui à Mexico où il est resté 2 jours. Il a rencontré un collaborateur à qui il a remis environ 200 millions de dollars afin de subvenir aux besoins de sa famille en cas d'arrestation. Il a donné environ la même somme à une autre personne de confiance afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Il a ensuite été conduit dans le sud du Chiapas où Guzmán Loera avait mis en place un réseau pour ses opérations de trafic de drogue au Guatemala quelques mois auparavant. C'est pourquoi, à son arrivée, il a contacté un lieutenant-colonel de l'armée guatémaltèque. El Chapo a versé 1,2 million de dollars au lieutenant-colonel. En échange, le baron de la drogue et ses complices, 4 hommes et la petite amie d'El Chapo, ont pu se cacher au Guatemala. El Chapo disposait également d'un faux passeport et voyageait désormais sous le nom de Jorge Ramón Pérez. Le 31 mai, une semaine seulement après la fusillade à l'aéroport de Guadalajara, la police a reçu des informations selon lesquelles Chapo se trouvait au Guatemala. Des soldats et des agents fédéraux s'y sont rendus. À l'aube du 9 juin, les troupes guatémaltèques ont encerclé la zone où Chapo et ses complices se cachaient. Ils l'ont arrêté et remis aux Mexicains à midi le même jour. El Chapo a été trahi. À cette époque, la pression des États-Unis et la participation à des opérations antidrogue à l'étranger étaient à leur apogée. Les forces spéciales américaines et l'armée colombienne se rapprochaient de Pablo Escobar à Medellín. Il a été tué en décembre 1993. L'échange de renseignements entre les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, le Mexique et les États-Unis, a atteint un niveau sans précédent. Cela peut expliquer pourquoi les Guatémaltèques étaient prêts à ignorer l'accord conclu avec Chapo et à l'arrêter. Les Mexicains ont affirmé que seule une telle coopération avait rendu cette arrestation possible. Une fois entre les mains de l'armée mexicaine, El Chapo a commencé à parler. Il a révélé ses contacts en Colombie et l'étendue de son réseau de corruption au Mexique. Peu après son arrestation, l'un des fonctionnaires qu'il avait nommé a été retrouvé mort et un autre a été arrêté. El Chapo a également parlé des frères Arellano Félix. Si l'attentat manqué contre El Chapo a été le moment décisif de 1993, ces révélations alarmées sur les frères Arellano Félix ont brisé les liens de confidentialité entre les cartels, qui n'ont jamais été rétablis. Les frères sont également devenus les ennemis publics numéro 1. Francisco Arellano Félix, le frère aîné, a été arrêté le 4 décembre 1993. Il a été incarcéré dans une prison de haute sécurité et les autres frères Arellano Félix ont riposté, mais cette fois-ci sans armes. Ils ont envoyé une lettre au pape dans laquelle ils ont exposé leur version des faits survenus à Guadalajara, affirmant que les assassins étaient des militants d'El Chapo qui avaient pris le cardinal pour Ramón Arellano Félix. Les affrontements entre El Chapo et les frères Arellano Félix ont déclenché une guerre qui s'est depuis étendue à l'ensemble du pays. Le trafic de drogue mexicain ne sera plus contrôlé par un groupe soudé d'amis et de membres de familles originaires de Sinaloa. Les différends ne seront presque plus jamais réglés autour d'une table de négociation, mais par le sang. La collusion entre un cartel et les autorités dans le but d'évincer un autre cartel deviendra monnaie courante. Les principaux acteurs, les cartels de Sinaloa, Tijuana, Juárez et du Golfe, recruteront de nouveaux groupes d'exécutants pour faire leur sale boulot, et ceux-ci, à leur tour, trahiront leur ancien chef après avoir goûté au pouvoir.
Jamais plus, l'industrie mexicaine de la drogue ne sera une simple entreprise criminelle. Désormais, ce sera un monde trouble et chaotique où règne la méfiance, la mythologie et l'argent. 40 milliards de dollars par an selon certaines estimations. Les événements de 1993, la guerre contre Arellano, l'arrestation, l'agitation à l'aéroport, ont définitivement élevé El Chapo au rang de leader incontesté et impitoyable. Au cours des 2 décennies suivantes, il va embellir sa réputation. Même en prison, son statut va grandir, car les récits sur sa vie de roi derrière les barreaux vont se répandre loin et largement. Et le long de la frontière sud-ouest des États-Unis, on va découvrir de nouveaux tunnels. Joaquín Guzmán Loera a donc été reconnu coupable de trafic de drogue et de corruption, puis fut condamné à 20 ans de prison. Un an plus tard, il a également été condamné pour le meurtre de l'archevêque, bien qu'un autre juge ait par la suite annulé cette décision. À l'exception de Francisco Arellano Félix, arrêté en décembre 1993 à Tijuana, les autres Arellano Félix ont eu plus de chance et la plupart d'entre eux ont réussi à échapper à la prime offerte pour leur tête. Ils ont néanmoins dû entrer dans la clandestinité pendant de longues années après la fusillade de Guadalajara. L'incarcération d'El Chapo n'a pas eu beaucoup d'impact sur la guerre, qui s'est poursuivie. Pendant que la guerre faisait rage à l'extérieur, El Chapo a commencé à s'installer dans la prison. Dès son arrivée à Puente Grande, une prison de haute sécurité située à la périphérie de Guadalajara, il a commencé à dépenser sans compter, soudoyant tout le monde pour s'assurer un certain confort. Par exemple, le cuisinier de la prison recevait la coquette somme de 1500 dollars par mois pour préparer des plats spéciaux et les gardiens gagnaient 4000 dollars. El Chapo a toujours eu un appétit sexuel insatiable et cela n'a pas changé pendant son incarcération à Puente Grande, où il organisait des rendez-vous conjugaux avec ses épouses et fréquentait souvent l'aile féminine de la prison. Mais bien sûr, El Chapo n'avait pas l'intention de rester assis à pourrir en prison. El Chapo devait s'assurer que ses affaires à l'extérieur des murs de la prison se déroulaient sans encombre. Son fidèle Miguel Ángel Martínez est devenu son intermédiaire à l'extérieur. Immédiatement après la fusillade à l'aéroport de Guadalajara, Martínez s'est enfui en Europe, où il est resté environ 6 semaines jusqu'à ce que la situation au Mexique se calme. El Chapo faisait une confiance aveugle à Martínez et lui donna de nombreuses instructions. Il devait notamment rencontrer El Azul et négocier la vente d'une importante cargaison. Lors de la rencontre, Martínez apprit qu'Amado Carrillo Fuentes avait également rejoint El Azul. Le poids de la marchandise qu'El Chapo voulait vendre et le plus vite possible était environ 3 tonnes. Tout cela était stocké dans des entrepôts. Martínez se souvint qu'El Azul était stupéfait par un tel poids. Il m'a fixé et a dit « Tu m'effraies avec tous ces chiffres », se rappelle-t-il. Azul a demandé en délai de réflexion. C'est ainsi que Martínez a appris que l'amitié est une chose, mais que l'argent en est une autre, même dans le trafic de drogue. El Azul et El Chapo étaient bien sûr de vieux amis et travaillaient souvent ensemble, mais cette cargaison était trop importante et Esparragosa Moreno devait tout calculer pour décider s'il valait la peine de se compromettre pour son amitié avec El Chapo, que l'on commençait déjà à considérer comme finie. Néanmoins, après avoir rencontré Arturo Guzmán, Azul a accepté de transporter la cargaison, mais celle-ci a pris la direction du nord dans un wagon transportant du sirop. La direction de la lutte contre les stupéfiants l'a saisie au poste frontière de Mexicali. En Colombie, les fournisseurs d'El Chapo commençaient à s'inquiéter. Chupeta, le chef du cartel de la vallée du Nord, était furieux. En quelques mois, son principal client au Mexique avait été arrêté et les autorités mexicaines et américaines avaient saisi plus de 10 tonnes de leur cocaïne. Arturo Guzmán a réglé la situation lors d'une conversation téléphonique, promettant que la partie mexicaine rembourserait intégralement les dommages. Du côté d'El Chapo, les frères Beltrán Leiva et El Güero Falma restaient fidèles, mais El Güero n'est pas resté longtemps en liberté. Le 23 juin 1995, alors qu'il se rendait à une fête de mariage, son avion s'est écrasé. Selon un agent de la DEA qui a vu les photos de l'accident, c'est un miracle que quelqu'un ait survécu. Palma a été arrêté alors qu'il sortait de la jungle et gravement blessé, escorté par la police fédérale. Il a rapidement rejoint El Chapo car un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui depuis longtemps au Mexique pour trafic de drogue. Avec El Chapo et El Güero en prison et les frères Arellano Félix en fuite, le centre de gravité du trafic de drogue s'est déplacé vers Juárez, qui était sous le contrôle d'Amado Carrillo Fuentes. Au milieu des années 90, il était l'un des trafiquants de drogue les plus influents du Mexique. Il transportait chaque année des tonnes de cocaïne à travers la frontière et exerçait un tel pouvoir que de nombreux journalistes mexicains n'osaient même pas mentionner son nom dans la presse. Amado travaillait avec des alliés fidèles d'El Chapo tels que El Mayo et El Azul.
Ainsi, lorsque la guerre, tout à fait prévisible, a éclaté entre le clan Arellano Félix et l'équipe d'Amado, y compris les restes du groupe d'El Chapo, il est devenu quelque peu difficile pour El Chapo de rester en contact avec ses hommes en liberté. Martinez, qui lui rendait visite environ 6 mois après son arrestation en 1993, ne pouvait plus venir en personne à cause des hommes d'Arellano Félix qui se cachaient à Guadalajara. El Chapo avait un téléphone portable, mais lorsqu'il devait transmettre des messages importants sans craindre d'être surveillé, il était obligé de compter sur son beau-frère qui lui rendait visite. À cette époque, des changements politiques étaient en cours à la fois au Mexique et aux États-Unis. En 1992, Bill Clinton, le premier démocrate depuis 12 ans, a pris ses fonctions à la Maison-Blanche. L'administration Clinton a globalement maintenu le statu quo en matière de drogue et de criminalité, conservant la position des administrations Reagan et Bush en faveur d'une guerre totale contre la drogue. La DEA et la guerre contre la drogue menée par les États-Unis ont évolué au fil des années qui se sont écoulées depuis que des agents secrets comme Kiki Camarena parcouraient le Mexique avec peu de soutien. À cette époque, l'Union soviétique avait cessé d'être une menace pour les États-Unis et les forces libérées devaient être redéployées ailleurs. La DEA est devenue une organisation puissante et influente, disposant de nombreuses ressources techniques et humaines. Et le 2 juillet 2000, le peuple mexicain est entré dans l'histoire et Vicente Fox Quesada a été élu comme son prochain président. C'était la première fois depuis 1929 que le poste de président n'était pas occupé par le parti IRP ou ses prédécesseurs. Cela semblait être une bouffée d'oxygène pour le pays. La montée en puissance des élections démocratiques et des partis d'opposition prospères au Mexique a sans aucun doute constitué une véritable avancée pour les citoyens ordinaires. Cependant, pour les trafiquants de drogue, cela signifiait tout autre chose. Les réseaux qu'ils avaient mis des décennies à établir avec les gouvernements du PRI s'effondraient, et ils devaient désormais revoir leurs méthodes pour continuer à prospérer. De plus en plus de narcotrafiquants ont rompu leurs liens avec les forces de l'ordre qui leur assuraient une protection, et ils ont commencé à créer leurs propres forces armées. De plus en plus de trafiquants ont commencé à créer des milices privées et à lutter plus ouvertement contre leurs concurrents, au lieu de compter sur des policiers et des soldats corrompus pour les arrêter. Le pays était à l'aube de l'une des périodes les plus sombres de son histoire, une époque de violence et de chaos généralisé dont il ne s'est toujours pas remis. Mais lorsque Fox est arrivé au pouvoir, le 1er décembre 2000, rien de tout cela n'était connu. L'espoir d'un nouveau départ pour le Mexique était plus fort que jamais. Moins de 2 mois plus tard, El Chapo réduisait ses espoirs à zéro. Après 8 ans d'emprisonnement, El Chapo Guzman décida qu'il ne voulait plus rester en prison. Il s'évada donc le 19 janvier 2001 et personne ne jugea bon de l'arrêter. Mais commençons par le début. En avril 1999, une nouvelle équipe de gardiens et d'administrateurs sont arrivés à Puente Grande dirigée par Damaso López Núñez. À l'arrivée de Damaso, El Chapo a immédiatement commencé à couvrir le nouveau directeur adjoint de la sécurité, d'argent et de cadeaux. En entretenant Damaso et ses hommes, El Chapo pouvait communiquer plus librement que jamais avec ses alliés, qui s'efforçaient de le maintenir dans le jeu, et il avait accès à pratiquement tous les objets de luxe imaginables. Sa situation juridique s'est également améliorée. Lorsque le juge a annulé la condamnation pour meurtre de l'archevêque Juan Jesús Posada Ocampo, la presse a émis l'hypothèse qu'il ne serait peut-être pas emprisonné longtemps, mais le gouvernement attendait de faire taire ces rumeurs. En réalité, El Chapo n'avait pas besoin de l'aide du système judiciaire, car il prévoyait depuis un certain temps déjà le terrain pour sa libération. Il a planifié son évasion avec un cercle restreint de complices. Plusieurs événements ont incité El Chapo à tenter de s'évader. Tout d'abord, en septembre 2000, Damaso López a démissionné de son poste alors que les scoops d'enquête sur la corruption dans la prison montaient en pression. Son départ risquait de priver El Chapo de son mode de vie habituel et de ses contacts réguliers avec ses collègues. Puis, début janvier, le nouveau président Vicente Fox a ordonné une enquête sur la corruption à Puente Grande. En réponse à la directive de Fox, les autorités ont ordonné le transfert d'El Chapo et de 2 autres trafiquants de drogue notoires dans une autre aile de la prison. Et Chapo a compris que les choses prenaient une tournure désagréable. Enfin, la veille de l'évasion d'El Chapo, l'événement le plus effrayant s'est produit. Le 18 janvier 2001, la Cour suprême du Mexique a décidé que l'extradition de prisonniers tels qu'El Chapo se poursuivrait tant que les États-Unis promettaient qu'ils ne seraient pas exécutés. Depuis l'époque de Pablo Escobar, la seule chose qui effrayait vraiment les narcotrafiquants était de pourrir dans une prison américaine. Chapo n'est arrivé à la conclusion qu'il était temps de mettre un terme à son séjour en prison. Le 19 janvier, vers 20h, le gardien El Cheto a poussé un chariot de linge vers la cellule d'El Chapo. Il s'y est glissé, se cachant sous un tas de draps et de couvertures.
Une fois son petit passager bien caché, El Chito a entamé un trajet nerveux entre la cellule et la porte de la prison, tandis qu'El Chapo retenait son souffle sous les draps. Puente Grande est divisé en 8 blocs de sécurité différents, séparés les uns des autres par des postes de contrôle appelés diamants, des enceintes vitrées à 4 faces gardées par un surveillant qui ouvre les portes verrouillées de chaque côté du diamant d'une simple pression sur un bouton. Pour atteindre les portes de la prison, El Chito devait faire passer le chariot de linge à travers plusieurs de ces blocs. À chaque section, El Chapo entendait le clic étouffé de la porte qui s'ouvrait, sachant qu'il était un peu plus près de la liberté. Après avoir franchi tous les diamants, El Chito se dirigea avec le chariot directement vers sa voiture. El Chapo se dégagea alors du tas de linge sale, sortit du chariot et plongea dans le coffre. Après avoir claqué le coffre, Chito s'installa au volant et roula aussi calmement que possible jusqu'au dernier poste de contrôle, où un gardien se tenait près de la porte métallique relevable, dernière barrière entre El Chapo et la liberté. Le garde a rapidement inspecté l'intérieur de la voiture et a fait signe à son collègue sans vérifier le coffre. Peu après, Chito regardait la prison s'éloigner dans son rétroviseur. Dans Narcoland, l'écrivaine Annabel Hernandez affirme que l'histoire du chariot à linge était une invention, imaginée après l'évasion pour dissimuler la véritable histoire, celle d'El Chapo qui avait simplement franchi la porte. Cependant, la théorie du chariot à linge, qui a été réputée à plusieurs reprises dans les témoignages devant le tribunal par plusieurs anciens complices d'El Chapo, n'a jamais réfuté le fait qu'El Chapo ait réussi à s'échapper de Puente Grande en raison de la corruption rampante, de sorte qu'elle pourrait bien être vraie. Que El Chapo a été aidé par El Chito ou qu'il se soit enfui de ses propres moyens dans l'uniforme volé d'un garde, c'est sa capacité à corrompre les personnes nécessaires qui lui a permis de s'échapper. Plus de 500 policiers se sont lancés à sa poursuite à travers tout l'état de Jalisco, mais Joaquín Guzmán Loera semblait s'être volatilisé. Pour le président Fox, cette évasion a été un coup dur. Ceci prouvait que la corruption avait infiltré tous les niveaux du système pénal et de la vie politique de son pays. À plusieurs reprises, des rumeurs et des accusations ont circulé selon lesquelles des membres de l'administration de Vicente Fox auraient aidé à organiser l'évasion d'El Chapo. Cela ferait partie d'un plan visant à rétablir le contrôle fédéral sur le trafic de drogue. Certains journalistes ont directement accusé Fox d'avoir soutenu le retour au pouvoir d'El Chapo, en partie en citant la mort rapide des frères Arellano Félix après sa libération comme preuve, même indirecte. En effet, de nombreuses preuves découvertes à notre époque relient l'administration à El Chapo et El Mayo par des liens invisibles de corruption. Mais, comme toujours au Mexique, il est impossible de prouver quoi que ce soit avec certitude. Entre-temps, après son évasion, El Chapo a réussi à rejoindre un refuge temporaire dans l'état de Querétaro, d'où El Mayo l'a récupéré en hélicoptère, puis ils se sont rendus en voiture à Mexico. Lorsqu'ils sont arrivés à la périphérie de la capitale, une escorte préparée à l'avance, composée de policiers municipaux et d'agents fédéraux, s'est arrêtée de part et d'autre de la voiture afin que le précieux passager arrive à destination sain et sauf. Arrivés dans une maison du quartier résidentiel prestigieux de Lomas, El Mayo et El Chapo ont commencé à faire des plans pour l'avenir. Ils devaient éliminer leurs concurrents. Ils voulaient le faire par l'intermédiaire de la DEA. En effet, dès 1997, El Chapo avait contacté à Puente Grande, grâce à une stratégie complexe, un agent du nom de Bond afin de livrer les détestables Arellano et Palma qui, sentant le pouvoir, avaient tenté de prendre le contrôle pendant que El Chapo purgeait sa peine. Cette fois-ci, grâce à ce plan tout aussi complexe, auquel participait sa deuxième épouse Griselda, qui prétendait vouloir obtenir un visa américain, Arturo Guzmán, alias El Pollo, a pris contact avec Bond, mais sous la pression, El Pollo a dû être arrêté et pendant plusieurs années, El Chapo a tenté de libérer son frère qui, 3 ans plus tard, le 31 décembre 2004, a finalement été tué en prison en représailles à El Chapo. Au cours des semaines et des mois qui ont suivi son évasion, El Chapo a organisé une série de réunions avec ses alliés. Certains des plus anciens amis et partenaires d'El Chapo étaient présents, notamment Mayo Zambada et son frère El Rey, les frères Beltrán Leyva et Juan Azul Esparragosa. La situation d'El Chapo était précaire. Malgré tous ses efforts, les frères Arellano Félix contrôlaient toujours Tijuana et une guerre larvée avait éclaté de temps à autre au cours des 8 dernières années qu'il avait passées en prison. Amado Carrillo Fuentes était mort et, bien que son frère Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, contrôlait toujours Juárez, les relations entre la fédération de Sinaloa et le jeune Carrillo étaient froides. Pire encore, El Chapo commençait à manquer d'argent. Malgré toute sa loyauté, El Pollo n'était pas le gestionnaire le plus habile pendant l'incarcération d'El Chapo,
et l'empire qu'il dirigeait au moment de son arrestation en 1993 s'était considérablement réduit. Beltrán Leiva lui avait apporté une aide considérable pendant son incarcération, mais il ne voulait pas travailler pour eux. Il voulait tout contrôler lui-même. Lors d'une des réunions au Rancho Belmayo, il a clairement fait savoir qu'il soutenait pleinement El Chapo. « Je suis avec toi à 100%, a déclaré El Mayo. Je t'aiderai pour tout ce dont tu as besoin et pour chaque kilo de cocaïne que je recevrai de Colombie, je te donnerai la moitié. Alors pour l'instant, prends soin de toi, reste caché. » Et ils ont trouvé le refuge le plus sûr de tout le Mexique, Sinaloa, bien sûr. Quand El Chapo est revenu à la Tuna en 2001 et a commencé à reconstruire son empire, il était obsédé par la vengeance. Ramón Arellano Félix était le premier sur sa liste. Les policiers travaillant pour El Mayo ont acculé Ramón à Mazatlán le 10 février 2022 alors qu'il tentait de l'arrêter sur la route. Ramón a ouvert le feu sur les policiers et s'est enfui, puis a tenté de s'échapper. Les policiers l'ont abattu dans la rue. L'un des hommes les plus recherchés du Mexique après El Chapo, Ramón, avait sur lui de faux papiers et le lendemain de sa mort, quelqu'un s'est présenté à la morgue et a volé son corps. L'identité de Ramón n'a été confirmée qu'après que les enquêteurs aient prélevé un peu de son sang sur le trottoir et effectué un test ADN. Le suivant était Benjamín Arellano Félix. En collaboration avec la DEA, la police mexicaine a presque retrouvé Benjamín en suivant sa fille, qui suivait le traitement médical aux États-Unis, et il l'a localisé en traçant ses appels téléphoniques. Le 9 mars 2002, la police a perquisitionné la maison où se trouvait Benjamín et l'a arrêté sans souci. C'est ainsi que les chefs de la famille des boss de Tijuana ont été éliminés. Les autres membres de la famille sont restés une force à Tijuana pendant de nombreuses années. Mais ils n'ont jamais atteint le même niveau de pouvoir et n'ont jamais représenté la même menace pour El Chapo et ses alliés. Depuis sa base de Sinaloa, El Chapo a supervisé la reconstruction et la restructuration de son empire et de celui d'El Mayo, une alliance de différents gangs et factions qu'ils appelaient la Federación. Lors d'une réunion qui s'est tenue au début de l'année 2002, El Chapo, El Mayo et d'autres ont retrouvé le frère cadet d'Amado Carrillo et ont convenu de poursuivre leur collaboration. El Chapo, El Mayo et la famille Carrillo Fuentes s'intéressaient particulièrement à l'itinéraire commun que les trafiquants utilisaient pour faire passer de la cocaïne en train au Texas puis à Chicago. El Chapo et ses alliés transportaient de la cocaïne vers les États-Unis par chemin de fer depuis la fin des années 1980. Vers 1997, El Mayo et la famille Carrillo Fuentes ont transféré le contrôle de la route à un trafiquant nommé Tirso Martínez Sánchez. Peu après, Tirso coordonnait les cargaisons de plusieurs tonnes appartenant à la famille Carrillo Fuentes. El Mayo, Beltrán et El Chapo qui continuaient à acheter des parts dans les cargaisons depuis sa prison. Cette route offrait un moyen relativement sûr de transporter de grandes quantités de drogue à travers la frontière. Aussi innovants que fussent les tunnels d'El Chapo, le transport des produits par ces derniers exigeait une logistique complexe, impliquant un grand nombre de travailleurs. Les trains, en revanche, nécessitaient moins d'efforts, et un wagon équipé d'un compartiment secret pouvait contenir une cargaison d'1,5 tonne de cocaïne. Après un contrôle minimal, le train traversait la frontière de Nuevo Laredo à Tamaulipas, à Lardero, au Texas. De Laredo, les trains se dirigeaient vers le nord à Chicago ou à New York, où le wagon-citerne était déchargé dans un entrepôt loué au nom d'une société écran. Outre la discrétion et les volumes importants, le transport de cocaïne vers le nord dans des trains de marchandises offrait un autre avantage. Comme les cargaisons étaient scellées dans des compartiments secrets, les hommes d'El Chapo n'avaient pas besoin d'être particulièrement présents dans les zones traversées par la drogue. Il n'y avait pas d'entrepôt où décharger les cargaisons et ils ne voyaient donc pas la nécessité de payer une taxe à ceux qui contrôlaient tel ou tel poste de frontière. Comme il l'avait fait à Tijuana au début des années 1990, El Chapo a décidé de commencer à expédier des lots de cocaïne via les postes frontières de Nuevo Laredo et Matamoros, dans l'état de Tamaulipas, au nord-est du pays. Ce faisant, il a défié l'autorité du cartel dit du Golfe, qui contrôlait la région de Tamaulipas. El Chapo s'est engagé dans une bataille contre un groupe de tueurs, désormais bien mieux organisé et prêt à verser le sang. Le groupe, largement connu sous le nom de Cartel du Golfe, est apparu dans les années 1930 en tant qu'organisation de contrebande. Il a été créé par Juan Nepomuceno Guerra. Le neveu de Guerra, Juan Gracias Abrego, a pris les rênes dans les années 1970, profitant du boom de la marijuana et des routes de contrebande établies de longue date par son oncle. C'était l'un des clans indépendants les plus puissants du Mexique, et c'était la seule faction qui ne venait pas de Sinaloa.
García Abrego entretenait des liens très étroits avec l'administration présidentielle et, lors du légendaire partage des plages de Gallardo, García Abrego était resté fidèle à lui-même. Il était un membre respecté de la communauté dont l'opinion était prise en compte. On sait qu'Abrego autorisait le cartel de Guadalajara à transporter de la drogue sur son territoire et que Gallardo respectait son autorité. En 1994, la DEA a estimé que le réseau de García Abrego rapportait jusqu'à 10 milliards de dollars par an. L'assistant militaire de García Abrego était un homme qui s'appelait Osiel Cárdenas Guillén, dont le nom Mata Amigos ou tueur d'amis donne une idée de la manière dont il a obtenu et conservé son pouvoir. Cárdenas attendait le moment opportun pour s'emparer du pouvoir, et ce moment ne tarda pas à se présenter. García Abrego entretenait des liens étroits avec le président Carlos Salinas, mais le gouvernement suivant se montra moins indulgent à son égard et lança un mandat d'arrêt contre lui. Les autorités fédérales ont arrêté García Abrego en 1996 et il a été rapidement extradé vers les États-Unis où il purge actuellement 11 peines consécutives de prison à perpétuité. Après une brève lutte pour le pouvoir, le contrôle du réseau du Golfe est passé aux mains de tueurs d'amis. Alors que García Abrego et son oncle étaient des hommes respectés et bien connectés, Cárdenas Guillén était d'origine modeste et ne pouvait pas compter sur ses relations familiales pour imposer sa volonté et maintenir l'ordre. Pour contrôler son territoire, il avait besoin d'une armée. Le premier mercenaire important de Cárdenas fut l'ancien militaire Arturo Guzmán de Sena. Il arriva à Tamaulipas en 1997, prenant le nom de code de Z1, en référence à la fréquence radio utilisée par son unité spéciale, et baptisait sa nouvelle équipe d'hommes de main Los Zetas. Au fil du temps, Los Zetas se sont séparés du cartel du Golfe et sont devenus l'un des groupes criminels organisés les plus violents que le Mexique ait jamais connu. Mais au début des années 2000, lorsqu'El Chapo a décidé de commencer à acheminer la cocaïne via Nuevo Laredo, les États se sont contentés de faire une démonstration publique de violence au nom de leur patron, Cárdenas. Les fusillades quotidiennes, les meurtres de masse et les cadavres abandonnés sur les places publiques sont devenus monnaie courante dans les zones où opéraient les États, même si d'autres régions du Mexique sont devenues nettement plus sûres. En 2002, El Chapo, El Mayo et d'autres capos de Sinaloa entretenaient de bonnes relations avec le cartel du Golfe et les États. Mais El Chapo a commencé à s'intéresser au nord-est pour s'étendre, peut-être en raison de son infrastructure ferroviaire et routière essentielle. Il a envoyé Arturo Beltrán Leiva à Tamaulipas pour commencer à recruter des personnes sur place afin de coordonner la contrebande et de préparer la guerre. L'assistant le plus connu d'Arturo dans cette région était un Américain du nom d'Edgar Valdez Villarreal, qui transportait de l'herbe et de la cocaïne au Texas depuis la fin des années 1990. Surnommé La Barbie, en raison de ses cheveux blonds, il a commencé à mettre en place une force militarisée appelée Los Negros qui, comme lui et ses protecteurs à Sinaloa l'espéraient, pourrait contrer les États. La tension montait à Nuevo Laredo, où La Barbie et d'autres trafiquants indépendants qui payaient des taxes au cartel de la baie ont commencé à s'opposer à l'autorité de Cárdenas et des États. Lorsqu'El Chapo et Beltrán Leiva ont lancé leur offensive, le marché lucratif était prêt à exploser. Comme c'est souvent le cas dans les conflits troubles entre groupes criminels organisés, il est difficile de déterminer avec précision l'événement qui a déclenché la guerre pour Nuevo Laredo. Certains affirment que le conflit a commencé lorsque la Barbie a tué le frère d'un commandant des États. D'autres soutiennent que c'est le membre d'un trafiquant indépendant par les États qui a poussé d'autres trafiquants indépendants, tels que la Barbie, à se ranger du côté d'El Chapo et de Beltrán Leiva. Il est probable que la situation n'ait pas été améliorée par le fait que, le 14 mars 2003, les soldats mexicains à Matamoros ont arrêté Cárdenas après une longue fusillade, ce qui a immédiatement créé une place vide au pouvoir. En août 2003, Tamaulipas et ses environs étaient en proie à une violence quotidienne, avec au moins 45 meurtres et au moins 40 enlèvements dans une ville qui jouissait autrefois d'une relative stabilité. Le 1er août, un convoi lourdement armé de la Barbie a ouvert le feu sur des agents du Bureau fédéral d'enquête avec des armes automatiques et des lance-roquettes, transformant le centre de Nuevo Laredo en zone de combat pendant près d'une heure. La brutalité et le caractère public des violences qui ont suivi étaient sans précédent au Mexique. Des corps étaient abandonnés dans les rues avec des messages de menaces adressés aux rivaux. Des têtes tranchées étaient jetées dans des lieux bondés, des vidéos de torture et d'exécution circulaient. Alors qu'El Chapo et ses acolytes se disputaient le contrôle de Nuevo Laredo, la violence était plus répandue et plus médiatisée que jamais auparavant. Lorsque les États se sont fait connaître, s'étendant à travers tout Tamaulipas et au-delà, cela a marqué le début d'une nouvelle phase du trafic de drogue, une sorte de course à l'armement.
car d'autres réseaux de trafiquants ont commencé à former des forces de sécurité militarisées. El Chapo n'a pas fait exception. Peu après son évasion de Puerto Grande, il a commencé à recruter des personnes recherchant spécifiquement d'anciens soldats capables de manier les armes, d'interroger, de torturer et de tuer. Pendant tout ce temps, El Chapo a continué à rétablir sa position. Il aimait s'impliquer et participait activement à la planification des livraisons de drogue, des nouvelles méthodes de contrebande et des intrigues contre les trafiquants concurrents. Mais il avait également une compréhension innée de la manière de travailler avec les réseaux locaux dans des endroits reculés, créant une structure plus horizontale que la pyramide hiérarchique que beaucoup imaginent lorsqu'ils entendent le mot cartel. Alors que certains groupes de contrebandiers, parfois appelés cartels, comme les cartels de Medellín et de Cali en Colombie ou l'organisation familiale d'Arayeno Félix, avaient une structure assez verticale, la fédération d'El Chapo était organisée de manière plus horizontale, une grande partie du pouvoir décisionnel étant déléguée à des brigades individuelles dans leur région. Un avocat a donné l'explication la plus complète du système d'El Chapo. Le cartel de Sinaloa était un groupe de personnes qui s'entraidaient pour acheminer avec succès des cargaisons de cocaïne vers les États-Unis. Bien sûr, il parlait des chefs et non des petits contrebandiers et escrocs souvent qualifiés de membres du cartel. Ce groupe, les chefs qui seront plus tard appelés le cartel de Sinaloa, était principalement composé d'El Chapo, El Mayo, les frères Beltrán Leiva, Juan José El Azul, Esparagosa Moreno et Ignacio Nacho Coronel. Ils disposaient du capital nécessaire pour investir des dizaines de millions de dollars à la fois dans des lots de cocaïne, d'une infrastructure de contrebande pour acheminer cette cocaïne vers le nord aux États-Unis et de relations politiques pour garantir que la majeure partie de cette cocaïne arrive à destination sans intervention des forces de l'ordre. Chacun avait sa propre équipe de tireurs fidèles, mais ils partageaient souvent la logistique avec des groupes de contrebande semi-indépendants situés à des endroits clés. Ils pouvaient décharger un bateau dans l'état méridional du Chiapas, par exemple, ou le charger dans un train à Mexico, ou encore le faire passer la frontière à Juarez. Chacun avait sa propre zone d'influence, son propre territoire. Arturo Beltrán Levas à Acapulco, Nacho Coronel à Guadalajara, et sur chaque territoire, chacun avait ses propres contacts politiques et policiers. Parfois, ils travaillaient ensemble, parfois, ils travaillaient seuls, parfois, ils mettaient leur argent en commun et investissaient dans des cargaisons communes, et parfois, ils investissaient leur propre argent et achetaient tout un lot d'un coup. Mais ils ne se sont jamais rapprochés du niveau d'organisation et de hiérarchie d'entreprise que l'on imagine souvent lorsque des conteurs trop imaginatifs se lancent dans la description de réseaux de trafiquants de drogue tels que celui d'El Chapo. Grâce à des partenaires avec des équipes locales tout au long de la chaîne d'approvisionnement, El Chapo a eu accès à l'expertise locale, tandis que les trafiquants locaux ont eu accès à un volume impressionnant de capitaux d'investissement, ainsi qu'aux relations d'El Chapo et ses alliés avaient établi avec des policiers, des militaires et des politiciens de haut rang. Ils ont également continué à travailler en étroite collaboration avec les producteurs de cocaïne en Colombie, notamment l'organisation de Juan Carlos Ramírez Abadia et la famille Cifuentes. Chupeta a continué à travailler avec les amis et la famille El Chapo tout au long des années 90, et après son évasion, il a repris contact avec El Chapo. À cette époque, au début et au milieu des années 2000, la majeure partie de la cocaïne entrant au Mexique arrivait par bateau, car les systèmes de radar de plus en plus sophistiqués utilisés par les autorités mexicaines dans le sud du Mexique rendaient encore plus risquée l'ancienne méthode consistant à affecter des vols illégaux à grande échelle depuis l'Amérique centrale ou la Colombie. Dans sa forme la plus organisée, le cartel de Sinaloa était une fédération, une coopérative de personnes influentes et riches qui s'entraidaient pour pouvoir acheminer avec succès des cargaisons de cocaïne, ainsi que d'héroïne, de méthamphétamine et d'herbes, puis plus tard de fentanyl, et tout ça vers les États-Unis. Là-bas, la distribution était confiée à des trafiquants comme Pedro et Margarito Flores, des frères jumeaux originaires de Chicago qui, au début des années 2000, avaient discrètement bâti l'un des plus vastes empires de distribution de drogue des États-Unis. En 2005, Sinaloa fera une nouvelle tentative de se débarrasser de Matamoros. Avec les mêmes résultats, le territoire a résisté, les troupes du Chapo n'ont pas réussi à le conquérir. Cette tentative a coûté la vie à des centaines de personnes, ce qui a contraint l'administration du président Fox à renoncer à sa politique de non-ingérence en matière de trafic de drogue. Des troupes ont été déployées à Nuevo Laredo. Le consulat américain a été fermé en raison de l'insécurité à laquelle étaient confrontés les fonctionnaires et les citoyens américains. Contrairement à l'organisation de Tijuana, qui défendait son territoire, mais dont la réaction se limitait à tenter d'assassiner les dirigeants de Sinaloa, El Golfo a non seulement défendu Nuevo Laredo par le feu et l'épée, mais a également attaqué Sinaloa.
Au début des années 2000, la violence est devenue synonyme de trafic de drogue. À cette époque, El Chapo était en fuite. Son frère Arturo a été tué en prison, un autre frère, Miguel Ángel, a été arrêté. Mais les agents de la DEA qui le traquaient savaient que cela ne suffirait pas à l'arrêter. Ayant perdu dans le nord-est, il s'est tourné vers le nord, concluant une alliance avec les frères Flores qui sont revenus au Mexique en 2005 et se sont installés à Guadalajara. Au milieu de l'année 2005, ils ont rencontré Guzman dans son refuge secret dans les montagnes afin de conclure d'importants contrats de vente de drogue. Les frères dirigeaient toutes leurs activités aux États-Unis depuis leur ranch mexicain, donnant leurs ordres par téléphone. Leur réseau s'étendait du centre de Chicago à New York, Détroit et Washington, ainsi qu'à Los Angeles et Vancouver en Colombie-Britannique. En fuite, Chapo vivait très modestement. Il changeait constamment de lieu de résidence et se contentait de peu, vivant littéralement dans des cabanes construites. Il est devenu véritablement paranoïaque, souhaitant que les téléphones de toutes les personnes en contact avec lui soient mis sur écoute, y compris ceux de ses nombreuses maîtresses. À partir de 2006, une véritable guerre a éclaté entre Sinaloa et Juárez. Depuis son refuge dans les montagnes, Chapo a voulu devenir le maître incontesté de toute la frontière nord. En 2008, un conflit éclata entre El Chapo et ses amis les plus fidèles, les frères Beltrán Leiva. L'alliance entre El Chapo et les frères commença à se dégrader le 21 janvier 2008, lorsqu'un groupe de soldats mexicains arrêta Alfredo, également connu sous le nom d'El Mocomo. Arturo Beltrán en a accusé El Chapo. Ce dernier a tenté de minimiser le conflit, mais la tension était trop forte et, 3 mois après l'arrestation de Mochomo, le 30 avril, elle a éclaté au grand jour. Une équipe de la police fédérale travaillant pour El Chapo s'est rendue dans une maison à Culiacán pour tenter d'arrêter ou de neutraliser les hommes de Beltrán Leiva. Les bandits ont ouvert le feu sur les policiers, qui ont riposté, et soudain, Culiacán s'est enflammé et les combats se sont déplacés dans les rues. Au cours des 11 premiers jours du mois de mai, 52 meurtres ont été commis dans la ville. Les journaux ont commencé à compter les morts, rappelant les rapports sur les pertes humaines publiés aux États-Unis au plus fort de la guerre en Irak. En mai 2008, le fils de Chapo, Edgar Guzmán López, a été assassiné. Il a été abattu dans le parking d'un centre commercial. Le 13 mai, une troisième partie s'est jointe à la guerre, l'État, qui a mené une série de raids importants et violents contre les points de vente de drogue. En réponse, dans la ville de Guamuchil, des hommes armés ont attaqué le quartier général de la police ministérielle de l'État, tirant sur le bâtiment avec des mitrailleuses et lançant plusieurs grenades. C'est la guerre, titraient les journaux, qui publiaient chaque jour des rapports effrayants sur les civils tués. Les frères Flores se sont retrouvés dans une situation difficile. Ils n'avaient pas l'intention de participer à une guerre sanglante et n'ont rien trouvé de mieux que de devenir des informateurs de la DEA. Une partie complexe venait de commencer. Les jumeaux menaient une double vie, organisant des livraisons de drogue, puis transmettant les informations à leurs supérieurs, ce qui a conduit à la saisie de plus de 250 kilos de cocaïne et de 4 millions de dollars en espèces. Leurs superviseurs exigeaient une honnêteté totale, mais si chacune de leurs livraisons tombait entre les mains des agents fédéraux, leurs fournisseurs au Mexique pourraient commencer à se demander pourquoi les Golden Boys de Chicago connaissaient soudainement une telle série de revers. C'est pourquoi, essayant de trouver un équilibre, les frères ont continué à distribuer les kilos de Sinaloa, oubliant de temps en temps d'en informer leurs superviseurs. Mais ils se sont avérés être des témoins inestimables pour les États-Unis. Leurs témoignages et leurs conversations enregistrées ont littéralement acculé les dirigeants de Sinaloa. Sur les enregistrements, El Chapo négociait des livraisons et El Mayo discutait de l'importation d'un lot d'armes. En novembre 2008, les Flores se sont rendus à l'oncle Sam et ont sauvé leur vie et celle de leur famille. Moins d'1 an plus tard, un grand jury à Chicago a rendu un acte d'accusation basé principalement sur les enregistrements réalisés par les jumeaux, accusant El Chapo, El Mayo et plus de 9 autres membres de Sinaloa de trafic de drogue et d'armes en quantité suffisante pour les envoyer tous derrière les barreaux aux États-Unis pour le reste de leur vie. Il ne restait plus aux autorités qu'à les attraper. Mais cela n'a pas mis fin à la guerre à Sinaloa et Juárez est devenu l'endroit le plus dangereux au monde. En 2008, près de la moitié des 6000 meurtres liés à la drogue enregistrés au Mexique ont eu lieu à Juárez. En 2010, le taux d'homicide y était 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Plus de 99% des meurtres n'ont pas été élucidés et la morgue municipale était tellement surpeuplée qu'elle a commencé à se débarrasser des corps dans des fosses communes. En 2009, Arturo Beltrán Leiva a été tué par des marines mexicains. On a longtemps pensé que c'était El Chapo qui l'avait dénoncé, mais en réalité, c'était la Barbie qui avait commencé à coopérer avec la DEA. En avril 2010,
l'Associated Press a publié un article annonçant la victoire d'El Chapo, affirmant que Sinaloa était désormais responsable de la majeure partie du trafic de cocaïne transitant par Juárez. Mais toutes les arrestations effectuées par la police fédérale et la victoire d'El Chapo n'ont eu que peu d'impact sur la vie quotidienne des habitants de Juárez. 2010 a été la pire année avec plus de 3000 meurtres enregistrés à la fin du mois de décembre. El Chapo et El Mayo n'ont pas échappé au coup. Le 22 octobre 2008, la police fédérale a arrêté El Rey Zambada après une longue fusillade dans un quartier résidentiel de Mexico, ce qui a porté un coup critique à leurs opérations dans la capitale. Le 19 mars 2009, le fils aîné et héritier d'El Mayo, Vicente Zambada Niebla, a également été arrêté dans la capitale. En 2010, Ignacio Nacho Coronel Villarreal, partenaire de longue date d'El Chapo, a été tué dans une fusillade avec l'armée mexicaine. Lorsque les troupes ont fait irruption dans la maison où Coronel est mort, elles ont découvert un trésor composé de montres de luxe, de bijoux et de 7 millions de dollars en espèces. Coronel s'était forgé une image de mafieux à l'ancienne, respectueux de tradition, tout en étant un innovateur dans la production et le commerce de méthamphétamine, ce qui lui avait valu le nom de El Rey de Hielo, ou le roi de glace. Bon marché et relativement facile à produire en grande quantité, la méthamphétamine s'est avérée être un nouvel atout précieux. Le fentanyl et le marché noir du Silk Road, provenant déjà de fournisseurs chinois, deviendront des atouts encore plus précieux, mais c'est une autre histoire. La cocaïne était attrayante pour les trafiquants de drogue mexicains, car ils n'avaient pas besoin de la cultiver, et avec la méthamphétamine et le fentanyl, les trafiquants n'avaient même pas à se soucier des livraisons en provenance de Colombie. Une fois qu'ils avaient obtenu les produits chimiques nécessaires, qui pouvaient être facilement transportés à travers le monde, ils contrôlaient presque toute la chaîne d'approvisionnement, de la production à la distribution en gros. La méthamphétamine affluait vers le nord et l'argent liquide affluait vers le sud. La mort du colonel a été un coup dur pour El Chapo, mais elle n'a pas empêché les autres, sous sa protection, de continuer à produire de la drogue. Cependant, cela a conduit à l'émergence de nouvelles factions rivales qui se disputaient la domination dans les régions où le colonel avait autrefois tout contrôlé. Après la mort de Coronel, certains de ses anciens fidèles ont annoncé la création d'un nouveau groupe, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, CGNG, qui, quelques années plus tard, s'est séparé d'El Chapo et est devenu l'une des organisations criminelles les plus dangereuses du pays sous la direction de son chef Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le nom de El Mencho. À la fin du mandat présidentiel de Felipe Calderón, il est devenu évident que la politique mexicaine continuerait d'être dictée par la guerre contre la drogue qu'ils avaient lancée dès les premiers jours de son mandat. Depuis la victoire difficile de Calderón en 2006, Juárez et Tijuana ont été dévastés, et de vastes régions du pays sont devenues des foyers d'enlèvement, d'extorsion et de criminalité où les citoyens pacifiques n'avaient tout simplement personne pour les protéger. Contrairement aux générations précédentes de trafiquants, bon nombre de nouveaux groupes sont apparus après l'ère du post-PRI et, après les États, ont développé une structure beaucoup plus militarisée et une identité de groupe plus affirmée que les trafiquants précédents, car il était devenu nécessaire de contrôler le territoire et de se distinguer des autres nouveaux venus. Dans ce paysage de factions fragmentées, un nombre croissant de gangs se sont battus entre eux pour contrôler le territoire de la contrebande, le trafic de drogue et l'extorsion des agriculteurs ainsi que les propriétaires terriens qui cultivaient des produits tels que les avocats et les citrons verts. Pendant tout ce temps, El Chapo continuait de se cacher. Depuis son évasion de Puente, il avait échappé à la justice pendant 13 ans. Son nom était devenu légendaire, il était littéralement devenu un personnage semi-mythique au fil des ans. Mais en 2014, alors qu'El Chapo se rendait à une fête à Mazatlán, il a été arrêté. Il a fallu plusieurs années d'enquête minutieuse pour y parvenir, et les Américains ont littéralement resserré les taux autour de l'insaisissable Chapo, millimètre par millimètre, s'émerveillant à chaque fois de ses nouvelles ruses. Ainsi, son collègue du clan colombien Cifuentes, Alex, a engagé un programmeur talentueux du nom de Christian Rodriguez qui a créé pour El Chapo un système de communication si perfectionné que les agents n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'ont même pas réussi à pirater le BlackBerry qu'ils avaient récupéré, qui aurait pu les mener au criminel le plus recherché au monde après Ben Laden. Comme toujours, c'est un ensemble de facteurs humains qui a joué un rôle. D'abord, ils ont mis la pression sur Rodriguez, qui n'était pas du tout un criminel, mais qui ne pouvait tout de même pas livrer son patron. Il ne savait tout simplement pas où il se trouvait, car il ne faisait pas partie du cercle des personnes de confiance. Puis, grâce à l'assistante de Cifuentes, qui était proche d'El Chapo, ils ont découvert où il se trouvait et l'ont arrêté. Toute cette histoire est décrite en détail dans le livre d'Alan Foyer,
à la poursuite d'El Chapo Guzman. Au cours de l'été 2014, El Chapo a été transféré à la prison de haute sécurité d'Altiplano, mais il n'y est pas resté longtemps. À 20h52, le 11 juillet 2015, un an et demi après son arrestation, la caméra de surveillance d'El Chapo l'a filmé en train de mesurer ses pas dans sa cellule. Une pièce avec 3 murs en béton et des barreaux métalliques équipés d'un lit, d'une table de chevet et d'une cabine de douche avec une cloison à hauteur de taille. Sur la table de chevet se trouvait un rouleau de papier toilette et un objet ressemblant à un smartphone. El Chapo était vêtu d'un uniforme de prison beige et une chemise de rechange était accrochée au mur en face de son lit. Après avoir fait plusieurs fois l'aller-retour entre la cabine de douche et la table de chevet, il entra dans la cabine et se pencha comme s'il voulait ramasser quelque chose sur le sol de la cabine, le seul angle mort de sa cellule. Puis il fit quelques pas vers le lit, s'assit et retira ses chaussures. Il resta assis là un moment, puis se leva. En 4 pas, il a rejoint la douche et a disparu de la vue. Après être descendu par une ouverture de 50 sur 50 dans le sol de la douche, El Chapo descendit d'1 mètre sous le sol de la cellule par un escalier fait de tuyaux en PVC, avant de descendre par un puits dans un tunnel où son complice l'attendait déjà près d'une moto tout-terrain. Ils ont parcouru 1,5 km jusqu'à l'autre extrémité du tunnel et ont rampé à travers le puits de sortie, sortant par une ouverture carrée percée dans le sol d'une maison en construction. Après avoir enfourché le quad, le duo a parcouru une courte distance jusqu'à un entrepôt où ils ont pris place dans le 4x4 qui les attendait et ont roulé environ 2 heures vers le nord jusqu'à la piste d'atterrissage de l'état de Querétaro où un pilote les attendait pour emmener El Chapo en lieu sûr à Sinaloa. Lorsque les gardes sont finalement venus vérifier, le seul être vivant qui restait dans la cellule était un moineau que les hommes d'El Chapo avaient utilisé pour vérifier la qualité de l'air dans le tunnel. L'évasion a été préparée pendant plus d'1 an, lors de réunions entre Damaso Lopez et les fils d'El Chapo. À partir d'avril 2014, Damaso Lopez et les fils d'El Chapo ont commencé à poser les fondations. Ils ont acheté un terrain à environ 1 km de la prison où des ouvriers ont commencé à creuser. Puis ils ont acquis un entrepôt à proximité où ils ont stocké des armes et un pick-up blindé. Ils ont ensuite secrètement introduit dans la prison des montres équipées d'un GPS, ce qui leur a permis de localiser précisément la cellule de Chapo afin que l'équipe chargée de creuser le tunnel puisse creuser dans la bonne direction. Ce fut l'un des coups les plus célèbres de la carrière d'El Chapo. Il s'est fait un nom en creusant des tunnels à Agua Prieta et Tijuana. Il s'est enfui une fois des marines à Culiacán grâce à un tunnel et maintenant, une fois de plus, il a utilisé un tunnel pour soumettre le monde à sa volonté. Le tunnel était une autre merveille architecturale s'étendant sur plus d'1 kilomètre à partir d'un faux chantier sous les murs de la prison et directement dans la salle de bain d'El Chapo avec un éclairage et une ventilation suspendus tout au long du parcours. Les murs avaient été creusés avec une hauteur et une largeur identiques à l'entrée et la sortie, avec des réserves d'oxygène placées à des intervalles stratégiques au cas où. Le tunnel, dont la construction a coûté 5 millions de dollars, a nécessité l'enlèvement de plus de 3000 tonnes de terre. Au printemps 2015, les sauveteurs d'El Chapo étaient si proches qu'ils pouvaient les entendre essayer de percer le béton, et ils n'étaient pas seuls. Ils faisaient tellement de bruit que les autres détenus ont commencé à se plaindre, mais personne ne les a écoutés. Lorsqu'El Chapo s'est faufilé dans le tunnel et s'est échappé, il a fallu 18 longues minutes au gardien de prison pour inspecter sa cellule et trouver le chemin de sa fuite, un retard qui a conduit à supposer qu'ils avaient été soudoyés. Immédiatement après, le bureau du procureur général a interrogé plus d'une vingtaine de gardiens et en a arrêté 7 en lien avec l'évasion. Le président Enrique Peña Nieto était en visite officielle en France lorsque la nouvelle a été annoncée et sa réputation était en jeu en raison de la capacité d'El Chapo à s'échapper de l'établissement qui était censé être la prison la plus sécurisée du pays. Mais Chapo avait vieilli et ne pouvait plus se cacher aussi longtemps. En 2016, 6 mois après sa deuxième évasion épique, il a de nouveau été arrêté dans la ville de Los Mochis lors d'une opération des Marines. Le président Peña Nieto a écrit sur son compte Twitter « Mission accomplie ». Après 1 an de débats acharnés, il a été extradé vers les États-Unis où il a été inculpé. Le 17 juillet 2019, quelques mois après avoir été reconnu coupable, El Chapo est apparu en public pour la première fois afin d'entendre son verdict et de faire une dernière déclaration. À part quelques réponses discrètement par oui ou par non pendant le procès, c'était la première fois qu'il s'exprimait publiquement depuis son apparition dans une vidéo pour Sean Penn en 2015. En se redressant à la table de la défense, El Chapo adressa un salut au juge Brian McCogan, puis formula une critique contenue de la manière dont il avait été traité aux États-Unis.
Il voulait m'envoyer en prison où mon nom ne sera plus jamais prononcé, a déclaré El Chapo, marquant une pause pour permettre à l'interprète de répéter ses propos en anglais. Je profite de cette occasion pour dire qu'il n'y aura pas eu de justice ici. En trébuchant légèrement sur ses notes préparées, il cita les humiliations qu'il avait subies durant sa détention à Manhattan. On m'a forcé à boire de l'eau sale, on m'a privé d'air et de lumière du soleil, a-t-il déclaré. C'était une torture psychologique, émotionnelle et mentale, 24 heures sur 24. Des experts ont en effet confirmé par la suite que Chapo était en très mauvais état, peut-être en raison de mauvais traitements. Quelques jours avant le verdict, la DEA a annoncé la saisie de 20 kg de fentanyl à Chicago, et peu avant cela, la plus grande saisie de fentanyl jamais réalisée en Arizona. Chapo a passé 2 ans aux États-Unis, mais l'affaire a continué, comme elle continue d'ailleurs encore aujourd'hui. L'histoire du crime organisé au Mexique a toujours été indissociable de celle du pouvoir étatique. Même des trafiquants de drogue de haut niveau comme El Chapo n'ont toujours été que des pions. La meilleure façon de comprendre le trafic de drogue au Mexique est la suivante. Essayez d'imaginer qu'il ne s'agit pas d'une activité clandestine, mais d'une véritable entreprise capitaliste qui, en tant que telle, a toujours entretenu des relations corrompues et floues avec l'État, et que les exigences coercitives et les priorités changeantes de la politique étrangère américaine n'ont fait qu'aggraver la situation. Le trafic de drogue au Mexique est indissociable de l'État. Beaucoup de premiers trafiquants de drogue étaient des policiers, et beaucoup des premiers policiers étaient des trafiquants de drogue. Toujours, et cette frontière a toujours été floue, et elle le reste encore aujourd'hui. El Chapo, comme beaucoup d'autres trafiquants, est né pauvre et n'avait pas vraiment le choix quant à son destin. Il a grandi dans un monde qui exigeait la violence et ne récompensait que les ambitions les plus impitoyables. À mesure qu'il acquérait du pouvoir, richesse et influence, il a endossé le rôle d'intermédiaire entre l'État et les gens ordinaires qui vivaient dans les régions où il exerçait son pouvoir. Et lorsque l'État n'a plus eu besoin de lui, il fut jeté comme un outil usé. Il n'était pas un rebelle, il n'était pas Jesus Malverde, il voulait simplement être important et riche. Il n'était pas le premier, et il est déjà clair qu'il ne sera pas le dernier.